So without further ado, let's start with our first plenary conference. So I'm calling out to Professor Amlato, please. Alors, bonjour tout le monde. Donc, dans le cadre de la journée mondiale de la montagne et dans le thème intitulé donc restauration de ce vaste pratiquement écosystème, nous avons un petit peu ciblé une zone donc, de Constantine très intéressante qui est donc l'arboretum de Brahim. Donc l'arboretum, c'était pratiquement, si vous voulez, c'est une zone de plantation d'arbres généralement exotiques venus de l'extérieur et qui sont expérimentés pour un intérêt généralement forestier, décoratif, esthétique et socio-économique et productif d'une manière générale. Donc cet arboretum est très ancien, il date de l'époque coloniale 1954 jusqu'à 1967, il a été continué. Donc il a été un petit peu repris par les forestiers. Et donc nous avons une collection très importante. Au fil du temps, après un certain temps, donc l'Institut national de la recherche forestière s'est occupé pratiquement du suivi, mais on a constaté que au fil du temps, il y a eu quand même des problèmes et une perte très intéressante de la biodiversité. C'est à partir de, peut-être ça fait quelques années, 7 ou 8 ans, que nous sommes intéressés avec donc quelques masters, nous avons eu quelques masters pour un petit peu étudier donc une partie de ce patrimoine intéressant. Donc il est beaucoup plus un petit peu pédagogique, socio-économique et technique. Et surtout sur ce type de richesse, parce que ce type d'arboretum existe en Algérie, nous avons quelques-uns situés dans des zones bioclimatiques bien déterminées. Donc on introduit des espèces dans ce parc, c'est une richesse où on suit le comportement de ces essences, à des fins économiques, esthétiques, médicinales ou autres. Donc ça c'est l'objectif. Donc vous voyez que finalement il présente 31 parcelles viables, c'est-à-dire qui comportent un végétal, 40 sont dégradés, donc vous voyez dégradés, et 6 non exploités. Donc plusieurs espèces, généralement ce sont des arbres feuillus ou résineux, donc qui permettent de connaître des adaptations et peut-être faire des introductions pour donc des reboisements, soit intensifs ou extensifs. Donc ça c'est un peu l'objectif. Donc collecter les données, donc évaluer la viabilité, c'est-à-dire ce qui est viable, ce qui est développé, dégradé, etc. Voir les pressions qui sont exercées et qui peuvent donc constituer des menaces pour l'avenir. Proposer, je dirais, un plan d'aménagement, donc d'une manière globale, et donc voir un petit peu, il faut surtout vers un suivi. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et là, je suis un peu sévère dans la critique, c'est que cet arboretum, comme la réserve biologique de Jebel Ouache, comme le massif de Jebel Ouache, qui est un massif montagneux très important, où plusieurs études ont été réalisées à partir du Curin, l'université et autres, mais malheureusement, on reste pratiquement sur notre fin. Beaucoup d'études ont été réalisées qui permettent d'évaluer les potentialités et une richesse et un développement socio-économique important. Donc, vous voyez ici, donc, ce sont des aspects donc, pour la viabilité et le risque de disparition. Et malgré que les pressions exercent, mais quand même le végétal, disons, se défend assez bien. Assez bien, mais jusqu'à quand? C'est ça le problème qui reste posé. Bon, ça c'est... Vous voyez donc ici un petit peu un découpage donc de l'arboretum. Alors je dirais que ce travail, il a pratiquement fait partie de 4 ou 5 masters de notre spécialité. Et ça, on l'avait fait avec les forestiers pour donner une idée et pour ramener justement
un certain investissement de la DGF pour prendre en considération. Donc vous voyez, donc c'est des parcelles donc, très riches en biodiversité. Vous avez plusieurs familles donc, qui sont intéressantes. Vous voyez qu'il y a des résineux, généralement des feuillus, des zones dégradées et des zones qui sont non exploitables. Donc voilà, la plupart, c'est des zones qui sont exploitables, c'est-à-dire qui ont disparu, pratiquement disparu. On verra pourquoi. Alors la zone d'étude, donc vous voyez des zones qui sont, la zone d'étude elle comporte un certain nombre de parcelles. Nous n'avons pas présenté toutes les parcelles, mais un certain nombre, avec une étude assez intéressante, un diagnostic qui permet d'évaluer l'évolution ou la dégradation de ces parcelles. Donc vous avez l'Eucalyptus petraca, l'Eucalyptus ovata, donc ça on a raisonné sur certaines parcelles, nous n'avons pas fait la synthèse, elle existe. Donc le Sophora japonica, le Calcus rubra, vous voyez sur le plan, c'est un chêne américain, ce qu'on appelle le chêne rouge américain, qui aurait dû attirer une attention très importante, surtout pour son esthétique et son feuillage rouge. Et le Calcus canariensis, ainsi que le Fraxinus origone. Donc c'est un petit peu sur des parcelles qui sont homogènes. Et donc un autre frère, l'américain. Donc ça c'est un petit peu technique. Alors l'inventaire il a été fait pied par pied. Donc vous voyez c'est un travail immense, donc pied par pied, pour voir un petit peu le diagnostic, un petit peu de ces essences. L'inventaire des pressions, comment caractériser les pressions, pourquoi, comment ça se passe. Donc chaque parcelle, chaque arbre est étudié pour voir et de relever si glycol dans des techniques. On verra, on utilise des paramètres seulement, paramètres dendrométriques, pour un petit peu caractériser et les pressions pour dire si la parcelle est viable ou bien elle est en voie pratiquement de disparition. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu les mesures, donc les GPS, les mesures à 1,30 m, le marquage des arbres, l'utilisation des circonférences, le ruban, etc. Donc ça c'est des trucs assez techniques. Pour voir, ça c'est des paramètres techniques, j'en dirai pas plus. Bon, les étudiants peuvent comprendre ça, mais ce qui nous intéresse un petit peu, c'est pourquoi on utilise ces paramètres généralement. Alors, on utilise généralement des paramètres, ça c'est technique, les étudiants, le PHF, c'est-à-dire on voit l'emplacement de l'arbre, son comportement, est-ce que c'est un arbre fourchu, c'est un arbre malade, c'est un arbre qui est penché, etc. On utilise la forme du houppier, c'est-à-dire la forme du feuillage en général, et la forme du tronc. Le tronc est important. Si le tronc est rectiligne et haut, il peut nous donner une production de bois très importante. C'est ça l'objectif, c'est des objectifs économiques. Donc l'analyse, donc les conditions, il y a des paramètres qui sont importants. Dans ce contexte-là, ce sont des trucs techniques, donc la densité et le degré de couverture de la végétation et de l'arbre. Et les autres paramètres qui sont les plus intéressants, c'est la régénération et la mortalité des essences. Alors, je dirais que pour avoir une ambiance forestière, ça c'est des définitions classiques, il faut avoir à peu près une densité minimale de 100 arbres à l'hectare. Minimale. Ça dépend des essences forestières. Il y a des essences qui ont un houppier très grand, donc ils peuvent avoir 100, 200 arbres. Si c'est des résineux qui ont un houppier moins dense, on peut avoir 300, 400, 500. Ça, c'est les normes, disons, internationales. Et les paramètres parmi les plus importants, c'est le degré de couverture. Pour qu'on ait une ambiance forestière, il faut qu'on ait un recouvrement au moins de 50%. C'est-à-dire que le sol est couvert 50% par le feuillage. Si on fait une projection verticale, nous avons le sol qui est couvert à 50%. C'est ça la définition d'une ambiance forestière.
l'analyse des pressions, on verra, et donc des analyses statistiques. Alors, ça sont les paramètres, quelques paramètres qui rentrent dans la qualité des peuplements. Peuplement, comment ils se comportent. Parmi donc l'index PHF, le PHF, je dis, donc c'est le paramètre, c'est l'arbre, son nu-pied et le fût. Il y a un autre coefficient, ce qu'on appelle le coefficient d'élancement. C'est un rapport dendrométrique qui prend en compte la hauteur de l'arbre sur le diamètre de l'arbre. Ce coefficient d'élancement, il est intéressant. Il marque la stabilité du peuplement et donc le peuplement peut résister généralement aux catastrophes écologiques, tellement généralement les vents violents. Les vents violents. Il y a une relation très importante. Quand vous avez des tempêtes très intéressantes, si ce coefficient n'est pas respecté, toute la forêt est pratiquement soulevée par des coups de vent. Donc le coefficient est inférieur à peu près. Donc un paramètre qui permet de voir le rapport entre la hauteur de l'arbre et le diamètre. Il faut qu'il y ait une équité pour qu'il puisse résister aux vents violents. Donc le potentiel exploitable, donc ça c'est disons la production de bois par mètre carré, par mètre cube. Donc ça c'est le tempérament. Donc ça met en évidence, donc il met en relation les diamètres et la densité. Ça c'est technique, mais on dira beaucoup plus, c'est la densité. Il faut qu'on ait un certain nombre d'arbres par hectare, 200, 100, minimum c'est 100, 200 à 400 arbres à l'hectare. Donc ça c'est des corrélations par des diamètres moyens. On calcule le diamètre moyen de la surface, 1 hectare, pour un petit peu suivre le développement donc, du peuplement. Ça c'est un petit peu l'idée globale. Alors la viabilité, donc on voit ici que toutes les espèces, vous avez un taux de régénération qui varie entre 5 et 90%. Ça veut dire qu'une espèce se régénère bien, les autres espèces, c'est pratiquement mieux. Le taux de régénération, c'est la durabilité et la pérennité donc, de la forêt. Donc quand on plante une forêt, il faut penser à la régénérer. Il ne faudrait pas penser à la fin, mais il faudrait aussi le penser au début. Donc je le dirais un petit peu d'une manière globale. Donc selon les essences, vous avez donc une génération moyenne, donc 47%, elle est au-dessous de la moyenne. Elle est parfois très catastrophique et très bonne pour une ou deux espèces. La mortalité, donc vous voyez des taux très importants qui peuvent varier de 7 à 66. Donc la mortalité, elle est due à plusieurs conditions. Soit les conditions d'adaptation climatique, sol, ou bien phytosanitaire, ça veut dire les parasites. Donc c'est un diagnostic, ça permet de suivre. Cet inventaire, il faut le faire périodiquement pour le suivre. Et on a l'intention, l'année prochaine, Inch'Allah, de reprendre un petit peu tout ce diagnostic. Si bien les forestiers mettent le paquet pour le faire avec nous. Alors, le degré de couverture, le degré de couverture moyen, le degré de couverture, c'est la projection du houppier, c'est-à-dire du feuillage de la forêt sur le sol. Est-ce que le sol est protégé? Oui ou non? Il est de 14%. Donc, ce n'est pas une ambiance forestière très faible. Donc, il faut penser, il faut avoir des actions sylvicoles très intéressantes pour pouvoir un petit peu avoir le houppier. Comment on peut développer le houppier? C'est lorsqu'on fait des éclaircies. Lorsqu'on a une densité très importante d'arbres, on diminue le nombre d'arbres pour augmenter la croissance du houppier, du feuillage, et la croissance en diamètre et en hauteur. Et donc on aura donc plus de couverture. Donc c'est des méthodes très simples et classiques qui ne demandent rien. Là vous voyez, donc pour toutes les parcelles, le type d'éclaircie qu'on peut faire. Soit on peut faire des éclaircies
fortes, soit des éclaircies donc très faibles. Il faut diminuer le nombre d'arbres pour laisser un petit peu le sujet se développer dans des conditions, je dirais, stables, soit au niveau aérien, soit au niveau souterrain. Donc ça, c'est des valeurs moyennes qui sont données pour les peuplements. Donc c'est un peu technique, mais l'idée, c'est celle-ci. Alors, le suivi des pressions, ce sont les incendies, les coupes illicites, l'érosion, les maladies, les chablis. Alors, ça vous donne une idée un petit peu sur la répartition de ces paramètres. Les chablis, ce sont les arbres qui tombent en forêt. Normalement, un arbre, quand il tombe, normalement, il est récolté pour éviter des attaques. La chose ne se fait pas. Il faut dire la réalité. Les incendies, c'est connu. Les coupes illicites aussi. Alors, durant cette année, en l'espace de 2 mois, c'était dans des conditions très difficiles, nous avons constaté, après 2 mois, une parcelle entière a été coupée illicitement, en période de 2 mois. Donc vous voyez, et l'érosion, bien sûr, si bien sûr les conditions ne sont pas favorables. Les maladies aussi, nous avons des maladies très très importantes, et maintenant, je ne sais pas, avec les perturbations climatiques, nous avons beaucoup de ravageurs qui ont vraiment décimé. Je vais montrer des photos tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu, c'est des paramètres qu'on ne peut pas pratiquement contrôler. Il faut bien sûr, il faut y remédier, mais généralement ce problème reste posé jusqu'à aujourd'hui. Donc les incendies, le pâturage et les coupes illicites. Alors là c'est un petit peu donc, numérique, pour voir un petit peu ce qu'on a au point de vue statistique. Nous avons donc tiré pratiquement 3 groupes, des groupes, donc des groupes de peuplement qui sont corrélés à plusieurs paramètres, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Donc le groupe, vous voyez, le groupe 2, il est beaucoup plus relié à la régénération, alors que les autres sont reliés, c'est des groupes qui sont reliés beaucoup plus aux paramètres, c'est-à-dire à la hauteur, le volume, la surface et les paramètres, donc les paramètres généraux. Donc ça, c'est un petit peu des caractéristiques. Alors, voilà un tableau de synthèse qui nous met un petit peu, qui nous donne un petit peu les caractéristiques de l'état actuel. Donc vous voyez les attributs, vous voyez un petit peu l'état actuel, donc la densité, la surface terrienne, le volume, et vous avez une viabilité. Ce qui est intéressant, est-ce que, par rapport aux références, est-ce que nous avons finalement un diagnostic intéressant? Alors, dans l'ensemble de l'étude, il apparaît que la viabilité même, elle est moyenne. Elle est moyenne. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas catastrophique, mais elle est moyenne. Donc, il faut être vigilant pour la restaurer. Alors, ce modèle s'applique à tous les peuplements forestiers. Et il s'applique essentiellement aux forêts, généralement naturelles et denses. Donc, vous voyez ici, donc la viabilité, il faut qu'elle passe par un suivi, donc pratiquement écologique, malgré que ce soit des peuplements artificiels, donc c'est des collections des espèces qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas réaliser comme ça. Il faut 100 ans pratiquement pour réaliser ce genre de travail. Et donc, le niveau de viabilité, c'est un paramètre intéressant pour voir comment les espèces se comportent. Parce qu'on utilise ces espèces-là à des fins, peut-être de reboisement, etc. C'est ça qui nous permet un petit peu de voir quel est l'état. Donc l'état 0, la viabilité elle est moyenne. Donc une qualité de peuplement relative stable, une mortalité, donc vous voyez la mortalité
elle est de 23%, mais elle est considérée comme un cas assez élevé, et un potentiel de régénération de 47% qui reste bien sûr au-dessous de la moyenne, faible chez certains, très fort chez d'autres. Une qualité de peuplement assez bonne pour le moment, mais elle n'est pas. Normalement, dans ce genre de travail, on doit arriver à une qualité bonne, pour un petit peu voir. Alors, l'appauvrissement, donc vous voyez les pressions, les coupes illicites sont très fortes. Donc on coupe pratiquement. Les incendies, le pâturage font des ravages, comme chaque année, on le sait. Donc sur certaines parcelles, qui ont pratiquement disparu. Alors nous avons pour les eucalyptus, pourquoi je parle des eucalyptus? Les eucalyptus, ce sont des essences à croissance rapide, originaires d'Australie. Ils ont été introduits en Algérie pour la production de pâte à papier. La pâte à papier, généralement, dans la région de Tala, qui a été plantée, c'est une catastrophe écologique, pratiquement irréversible. Nous avons planté sur les maquis de chêne-liège. Je préfère conserver les maquis de chêne-liège, les restaurer, les faire évoluer vers des futaies productives et ne pas mettre de l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est une pompe à eau, il élimine toute la végétation en dessous. Et ces graines éliminent la régénération de toutes les graines. Donc vous allez avoir un terrain stérile. Là, c'est une catastrophe irréversible. Et qu'est-ce qu'on a mis avec? On a mis avec des acacias. Des acacias qui sont partie du sous-bois des eucalyptus, parce que c'est une essence améliorante, c'est une légumineuse qui permet d'enrichir le sol en azote. Alors ces acacias plantes, je ne vous dirai pas, ils font 20 mètres de hauteur et ils ont une reproduction extrême, des milliers de semis au mètre carré. Il n'y a pas de remède jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de remède. Voilà, nous c'est les conséquences du mauvais choix des essences. Alors donc nous avions une forêt de chêne-liège certainement régressive, mais ça on peut la faire remonter. On peut faire évoluer dans cette session. Alors là, donc, proposition d'un aménagement très simple, donc il faut améliorer la viabilité et constituer un abri par excellence des espèces faunistiques et floristiques, parce que la baisse de la biodiversité, protéger le sol bien sûr par ses qualités donc très intéressantes. Reconstituer l'arboretum. Donc l'arboretum, je dirais, il est pratiquement perdu à plus de 50%, mais parce que ça fait déjà des arbres sans âgés, donc il faut penser un petit peu à le reconstituer. Le suivi permanent, l'évaluation donc des principaux paramètres, la viabilité, les pressions, la biodiversité, etc. Donc les perspectives, donc vous voyez certaines choses qu'on peut faire, éliminer les chavis, les bois morts, etc. Bon, tout ça c'est des panneaux d'indication pour un petit peu voir. Là, bon, c'est ça. Alors, quand on est passé un petit peu là, on est sorti avec les étudiants pour montrer, donc la sortie du 23 novembre, l'état de la réserve biologique de Jbel-Ouesh. La réserve, donc, les lacs, vous voyez l'état. Catastrophique. Toutes les espèces en voie de disparaître. Dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Ne vous en faites pas. Alors, le Shenzhen aussi, vous voyez l'espèce Shenzhen, pratiquement aussi en dépérissement, d'une manière. Voilà. Le Saint-Pervirens, j'ai sauté une espèce là. Le lac, on parle des lacs. Tous les lacs étaient remplis. Hein? Il y avait l'équilibre écologique. Le passage de l'autoroute a pratiquement tout chamboulé. Toutes les eaux qui venaient donc, des montagnes, etc., ont été bloquées. Et donc, il n'approvisionne pas du tout pratiquement les lacs. Voilà une catastrophe écologique
illogique, où tout le monde cautionne. Et on est là depuis des années. Des années, c'est la même chose. Tous les responsables sont là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne fais pas de la politique, mais ils ne foutent rien du tout. Ça fait des années. Je vous ramène des photos que j'ai prises, ça fait 20 ans, 25 ans. Le séquoia sempervirens. C'est une espèce exotique d'Amérique, de la Californie. Fait 100 mètres de hauteur. Cet arbre fait 100 mètres de hauteur et il peut vivre 1000 ans. 1000 ans. Cette espèce-là, j'ai des photos qui datent de 25 ans. J'ai des arbres qui ont de 2 à 3 mètres de circonférence et 40 mètres de hauteur. Alors aujourd'hui, moi j'interpelle tous les responsables et les gens qui ont de la foi et du courage pour sauver ce patrimoine. Parce que s'il disparaît, on ne pourra pas le reconstituer. Ça ne sert à rien de parler, il faut agir. Et je vous remercie pour cette modeste contribution.